Premier fait, le temps s'écoule différemment dans l'espace. Et ce n'est pas une métaphore, mais une froide nécessité d'ingénierie. Sans les corrections d'Einstein, les satellites de navigation deviendraient des sphères inutiles dotées de panneaux solaires. En orbite, deux effets se manifestent simultanément. Selon la théorie de la relativité restreinte, les horloges en mouvement rapide ralentissent. Le satellite se déplace à plusieurs kilomètres par seconde et prend du retard. Selon la théorie de la relativité générale, une gravité plus faible libère le temps, le faisant s'écouler plus rapidement en altitude qu'en haut dans le puits gravitationnel de la Terre. Ces deux flux, qui défient la logique quotidienne, s'additionnent pour un résultat étrange. Les horloges atomiques en orbite avancent d'environ quelques dizaines de microsecondes par jour, estimées à environ 38 microsecondes. Bien que cela puisse sembler une quantité infime, elle suffit à ce que l'erreur de localisation s'accroisse chaque heure pour atteindre des kilomètres en une journée. C'est pourquoi, dès la Terre, une correction de fréquence est intégrée dans le boîtier des satellites, et le logiciel prend en compte en permanence la vitesse, l'altitude, la déformation du géoïde terrestre et même l'influence des marées. En 1971, l'expérience Haffel-Keating avec des vols et des horloges atomiques a confirmé que le déplacement d'horloges selon différentes trajectoires modifie le temps accumulé. Aujourd'hui, ce paradoxe réside dans votre smartphone. La carte trace l'itinéraire car les clusters orbitaux et les stations terrestres synchronisent continuellement le maintenant pour différents points de l'espace. Sur la Station spatiale internationale, les horloges avancent aussi différemment. Un astronaute qui revient après une longue mission devient fraction de seconde plus jeune que ses contemporains terrestres. L'espace étire et comprime littéralement le temps et l'humanité a appris à en tenir compte dans des tableaux de fréquences et des lignes de code. Deuxième fait. La majeure partie de l'univers est invisible et insaisissable. La matière familière, étoiles, planètes, nuages de gaz, corps et instruments, ne représente qu'une petite fraction de l'équilibre cosmique, estimé à environ 5% selon les évaluations actuelles. Le reste est partagé par deux ombres, la matière noire et l'énergie noire. La première se manifeste par des effets gravitationnels. Les galaxies tournent plus vite que ne le permettrait la seule masse visible, et sans un squelette invisible, leur disque devrait se disloquer. Les amas de galaxies déforment la lumière des sources lointaines, créant des arcs et des miroirs courbes sur les images des télescopes. C'est la lentille gravitationnelle qui agit comme une radiographie cosmique pour la matière invisible. Le célèbre amas collisionnel BAL montre que la matière noire traverse les nuages opposés presque sans collision, laissant le gaz chaud derrière elle et le centre de masse devant. L'énergie noire est encore plus énigmatique. Selon les observations des supernovae de type Ia et du fond diffus cosmologique, l'expansion de l'univers non seulement se poursuit, mais s'accélère, comme si l'espace était imprégné d'une pression uniforme d'antigravité. Les chiffres varient d'une analyse à l'autre, mais l'ordre de grandeur est le suivant. Environ un quart du contenu cosmique est de la matière noire et environ les 2/3 sont de l'énergie noire. Ni l'une ni l'autre n'a encore été détectée en laboratoire. Les détecteurs de recherche dans les laboratoires souterrains n'enregistrent que des indices extrêmement rares. Pourtant, ce sont ces composants invisibles qui modèlent la mousse cosmique de filaments et de vide à des échelles de centaines de millions d'années-lumière et déterminent le destin de tout, de la forme des galaxies à l'avenir lointain où l'accélération se poursuivra probablement. Troisième fait. La photographie la plus ancienne de l'univers n'est pas une image en lumière visible, mais un murmure uniforme et presque identique dans toutes les directions de micro-ondes, avec une température d'environ 2,7 Kelvin, le fond diffus cosmologique. Il est né lorsque le jeune cosmos s'est refroidi jusqu'au point où les électrons et les protons ont pu se lier pour former de l'hydrogène neutre. Cela s'est produit environ 380 000 ans après le Big Bang. Avant cela, le plasma était opaque et la lumière était constamment diffusée, puis l'univers est devenu transparent et les photons ont voyagé librement dans l'espace dont beaucoup ont atteint nos détecteurs aujourd'hui. L'histoire de sa découverte est presque banale. En 1965, Arno Penzias et Robert Wilson chassaient un mystérieux bruit radio, recalibraient leur équipement, nettoyaient l'antenne de fientes de pigeons et le bruit ne disparaissait pas parce que c'était tout l'univers qui nous parlait à l'oreille. Plus tard, les satellites COBE, WMAP et Planck ont déployé ce fond en une carte des plus légères inhomogénéités, des variations de 10 millièmes de degré comme des plis froissés sur une couverture lisse.
Dans ces rides se trouve l'acoustique du plasma primitif, les harmoniques des oscillations, à partir desquelles la courbure de l'espace, presque plate, et les proportions de matière ordinaire, matière noire, énergie noire, ainsi qu'un âge d'environ 13,8 milliards d'années ont été reconstitués. La polarisation du fond indique quand les premières étoiles ont de nouveau ionisé le gaz, et le lentillage gravitationnel froisse le motif, révélant la distribution de masse sur le trajet. Les scientifiques continuent la chasse aux modes B primordiaux, l'empreinte des ondes gravitationnelles de l'époque de l'inflation. Il n'y a pas encore de preuves concluantes, mais la simple possibilité d'entendre l'écho des premiers instants fait de ce bruit de micro-ondes mat l'une des choses les plus informatives jamais mesurées par l'homme. Fait 4. Les étoiles à neutrons sont les restes d'étoiles massives ayant explosé, dont le noyau s'est effondré en une sphère d'environ 20 km de diamètre, mais avec une masse d'environ 1,5 Soleil. La densité y est proche de la densité nucléaire. Une cuillère à café de cette substance pèserait sur Terre environ 1 milliard de tonnes. En surface, la gravité est des centaines de milliards de fois plus forte que celle de la Terre. Un pas se transformerait en un impact instantané contre la croûte et les montagnes ne dépassent guère quelques millimètres. Les champs magnétiques de certaines étoiles à neutrons, les magnétars, atteignent, selon les estimations, 10 puissance 10, 10 puissance 11 Tesla, à tel point que les liaisons chimiques et les orbites des électrons dans de telles conditions se comportent différemment, et les séismes stellaires dans la croûte génèrent des sursauts de rayons gamma remarqués à mi-chemin de la galaxie. Leur rotation est un autre record. Il existe des pulsars millisecondes qui effectuent des centaines de révolutions par seconde. Le champion absolu aujourd'hui tourne plus de 700 fois par seconde et chaque éclat est un phare, un faisceau d'ondes radion qui traverse l'espace à chaque rotation. Les pulsars ont été découverts en 1967 par la doctorante Jocelyn Bell Burnell. Au début, les signaux semblaient trop réguliers et furent qualifiés en plaisantant de signal d'extraterrestre. Mais on comprit vite qu'il s'agissait d'une nouvelle étape de la vie stellaire. Le paradoxe de ces objets est qu'ils sont à la fois simples et prévisibles, comme des gyroscopes, et sauvages. Leur période trébuche soudainement lors de glitch, les tempêtes magnétiques brisent la croûte et l'interaction dans les systèmes binaires accélère et colore les rayons. Dans les télescopes, ce sont des points, mais selon les normes de la physique, une étoile à neutrons est un laboratoire de régimes extrêmes, où les théories de la matière, du magnétisme et de la gravité sont testées. Cinquième fait. Les trous noirs ne sont pas absolument noirs. Selon la théorie quantique des champs modernes, sur un fond courbe, ils émettent comme des fours froids. C'est le rayonnement de Hawking. On peut l'imaginer ainsi. Le vide près de l'horizon des événements bouillonne de paires de particules de courte durée, des fluctuations. Dans la courbure de l'espace, une particule peut tomber au-delà de l'horizon tandis que la seconde s'échappe vers l'extérieur comme un quantum réel. L'énergie pour cela est prélevée sur la masse du trou. La formule donne une température inversement proportionnelle à la masse. Pour une masse solaire, ce sont quelques dizaines de nanokelvins, et pour les monstres supermassifs au centre des galaxies, ce sont des fractions insignifiantes d'un billionième de degré. Ils sont plus froids que le fond diffus cosmologique et, en fait, absorbent plus qu'ils n'émettent. Mais quelque chose d'autre est fondamentalement important. Un trou noir a une entropie, proportionnelle à la surface de l'horizon, loi de Bekenstein-Hawking, et un analogue du second principe. Dans le cas classique, la surface ne diminue pas, tout comme l'entropie en thermodynamique. Cela subvertit l'intuition, un objet qui ne libère rien s'avère thermiquement chaud, et son évaporation est un processus réel, juste monstrueusement long. Pour une masse stellaire, ce sont des nombres avec des dizaines de zéros d'années. De là naît le paradoxe de l'information. Si tout ce qui tombe à l'intérieur est broyé en un spectre thermique sans visage, où va l'information sur les détails ? Les idées du principe holographique, de l'intrication quantique à l'horizon, des murs de feu et des cheveux doux sont des tentatives pour réconcilier la gravité avec la mécanique quantique. Nous avons déjà photographié l'ombre d'un trou noir supermassif sur fond de gaz lumineux et nous entendons la fusion d'autres beaucoup plus légers. Mais le rayonnement de Hawking est trop faible pour être capturé par un télescope. Le fait demeure stupéfiant. La frontière de laquelle rien ne revient murmure néanmoins au monde, froidement, silencieusement et inévitablement. Sixième fait, l'univers s'est sonné, non pas dans l'air, mais dans le tissu de l'espace. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations à peine perceptibles qui étirent et compriment les distances.
Elles ont été captées directement pour la première fois sur Terre par d'immenses règles interférométriques en forme de L. Deux bras sous vide de plusieurs kilomètres dans lesquels un faisceau laser fait 1000 allers-retours entre des miroirs. Lorsqu'une onde passe, les longueurs des bras changent de fraction du diamètre d'un proton. Et l'interférence produit un flash de signal, un chirp. La fréquence et l'amplitude augmentent jusqu'à ce que deux sources massives, des trous noirs ou des étoiles à neutrons, fusionnent en une seule. Le premier champ est venu d'une paire de trous noirs de masse stellaire. Plusieurs masses solaires d'énergie se sont dissipées dans les ondulations spatiales en une fraction de seconde. La fusion d'étoiles à neutrons, quant à elle, a révélé une véritable symphonie cosmique. Des rayons gamma, une kilonova optique et l'écho radio d'une onde de choc ont éclaté simultanément, marquant la première fois que l'astronomie est devenue véritablement multimessager. C'est dans de telles explosions, selon les modèles et les spectres, qu'une part significative des éléments les plus lourds, or, platine, lanthanide, prend naissance. Leurs noyaux atomiques sont sculptés par capture rapide de neutrons dans un milieu extrêmement dense. Un réseau de détecteurs sur différents continents capte les mêmes ondes avec une différence de millisecondes, permettant par triangulation de pointer vers un coin du ciel où les télescopes recherchent déjà de la lumière. Un autre front concerne les horloges à pulsars à travers la galaxie. Des balises radio régulières font allusion aux grondements d'ondes ultra longues provenant de trous noirs géants au centre de galaxies lointaines. Les ondes gravitationnelles ont transformé le cosmos d'un film muet en un film sonore. Nous ne voyons plus seulement, nous écoutons aussi comment l'obscurité est faite. La découverte d'exoplanètes a transformé le cosmos d'une obscurité abstraite en une carte peuplée, bien que ces mondes soient presque toujours invisibles. Nous en apprenons davantage sur eux grâce à de minuscules baisses de lumière. Lorsqu'une planète traverse le disque d'une étoile, sa luminosité diminue d'une fraction de pourcent, comme si quelqu'un plaçait une pièce de monnaie sur un projecteur. Ce palier sur la courbe de lumière révèle le rayon et l'orbite et même des indices de nébulosité et d'inclinaison à partir des détails fins d'entrée et de sortie. Une autre méthode est le coup de balancier de l'étoile. Elle est attirée par une voisine invisible et les raies spectrales de l'étoile se déplacent d'avant en arrière à des vitesses de mètres par seconde. Il existe des astuces plus rares, le micro-lentillage gravitationnel, où la masse d'une étoile passant au hasard amplifie brièvement la lumière lointaine et révèle une planète comme compagnon. Et l'imagerie directe avec des coronographes qui bloquent littéralement le disque éblouissant de l'étoile pour capturer un point faible à proximité. Les catalogues des missions Kepler et TESS et maintenant les oreilles attentives de James Webb ont révélé l'essentiel. Les planètes ne sont pas l'exception, mais la règle. Statistiquement, la plupart des étoiles ont des familles planétaires. Parmi elles se trouvent les Jupiters chauds qui orbitent autour d'une étoile en quelques jours, les super-Terres qui n'ont pas d'équivalent dans notre système et les ensembles compacts comme TRAPPIST-1 où 7 mondes sont entassés en une longue file et plusieurs reçoivent autant de chaleur que la Terre. La spectroscopie de transit permet de sentir leurs atmosphères. Des bandes de vapeur d'eau, de sodium, de dioxyde de carbone se dessinent sur le fond de la lumière stellaire. Les courbes de phase dessinent des cartes thermiques où le côté jour brûle et le côté nuit se refroidit sous le vent stellaire. La zone habitable n'est qu'un équilibre thermique, la vie n'est pas définie par la géographie. Les mondes proches des naines rouges peuvent être liés gravitationnellement d'un côté à l'étoile et souffrir d'éruptions et les atmosphères peuvent s'évaporer. Mais même avec ces mises en garde, la conclusion est stupéfiante. Dans la Voie lactée, on estime qu'il y a des centaines de milliards de planètes, dont des milliards de rocheuses. Pour chaque scintillement du ciel nocturne, il y a une orbite, un climat, peut-être un océan étranger. Fait numéro 8. L'espace autour de la Terre ressemble déjà à une autoroute animée avec une grêle invisible. Des éclats de peinture millimétriques, des vis, des fragments de vieux appareils, et d'étages volent à une vitesse 10 fois supérieure à celle d'une balle. En orbite basse, les flux de rencontre divergent à 7-8 km/s, et une minuscule poussière lors d'un tel impact agit comme un explosif miniature. Les fenêtres des navettes étaient autrefois couvertes de cavités dues à la poussière, et sur les coques des satellites, on trouve des bosses comme si elles étaient causées par des plombs. Plus c'est gros, plus c'est dangereux.
La collision du Cosmos 2251 mis hors service avec l'Iridium 33 en 2009 a engendré un nuage de débris et la destruction d'un satellite météorologique lors d'essais d'armes antisatellites en 2007 a dispersé des milliers de fragments pendant des années. Les réseaux de surveillance tiennent un catalogue de dizaines de milliers d'objets de plus de quelques centimètres et prédisent les rapprochements. Les stations et les vaisseaux manœuvrent périodiquement, éloignant les orbites de plusieurs kilomètres. Les écrans Whipple multicouches protègent de la poussière invisible. La première fine feuille transforme la particule en un nuage de plasma. La seconde amortit le choc. Autour des compartiments critiques, on place une armure de panneaux en nid d'abeilles. Mais la meilleure protection est de ne pas polluer. Des recommandations sont en vigueur pour retirer les appareils des orbites basses dans une désorbitation contrôlée dans environ 25 ans. La passivation exige de purger le carburant et de décharger les batteries pour que les vieux appareils n'explosent pas d'eux-mêmes. Pour la géostationnaire, il existe des altitudes cimetières où les satellites inactifs sont élevés lors d'une impulsion d'adieu. On essaie aussi le nettoyage actif, filet et harpon dans l'expérience Remove Debris, un berger ionique qui pousse doucement le fragment avec un jet de plasma, des voiles aérodynamiques pour freiner dans la haute atmosphère. Le cycle solaire élève la thermosphère, la résistance augmente, les débris brûlent plus vite. Mais les méga-constellations de communication ajoutent du trafic et exigent de la discipline. L'orbite est une cour commune. Ignorer son écologie revient à jouer à la roulette spatiale avec des éclats qui n'ont pas besoin de viser pour toucher. Neuvième fait. Le Soleil possède un cocon invisible, l'héliosphère, une bulle de plasma raréfié du vent solaire qui se précipite vers le gaz interstellaire et lui cède progressivement du terrain sous l'effet de la pression. À sa frontière, l'héliopause, l'influence de l'étoile s'épuise. Les lignes magnétiques de l'espace interstellaire réorganisent le schéma. La densité des particules change et le flux de rayons cosmiques galactiques devient sensiblement plus élevé. Les voyageurs ont atteint cette frontière, deux vaisseaux automatiques de 1977 qui ont depuis longtemps dépassé Neptune et Pluton et continuent de naviguer, tels des bouteilles à la mer, dans l'obscurité humide de l'océan interstellaire. Ils ont d'abord franchi l'onde de choc, le choc terminal, où le vent solaire supersonique ralentit brusquement. Puis, l'un après l'autre, ils ont franchi l'héliopause. Il ne reste plus d'yeux direct pour mesurer la densité du plasma, mais le voyageur 1 entend l'espace interstellaire par ses oreilles. L'antenne à plasma capte la vibration du gaz électronique, des oscillations qui surviennent après de puissantes éruptions solaires, et la fréquence de cette flûte permet de calculer la densité du milieu environnant. La communication transite par des antennes paraboliques de 60 mètres du réseau de communication spatiale lointaine. Des récepteurs hypersensibles extraient une poignée de bits par seconde du bruit radio. Et le temps de transit du signal se mesure en dizaines d'heures, c'est l'échelle de la distance. L'alimentation est assurée par des générateurs thermoélectriques au plutonium. La chaleur de la désintégration diminue d'année en année, et les ingénieurs éteignent les appareils un par un, comme les lumières d'un train qui s'éloigne pour prolonger leur durée de vie. À bord se trouve le disque d'or, un disque de cuivre et d'or avec des salutations dans des dizaines de langues, des battements de cœur, des cris de baleine, une carte de coordonnées de pulsars et le schéma d'un tourne-disque. Le relief chimique de la couverture est une instruction pour ceux qui devineront à le lire dans 1 million d'années. Les voyageurs sont déjà au-delà de la maison du Soleil, mais encore très proches à l'échelle de la galaxie. Jusqu'aux confins du nuage d'Oort hypothétique, des milliers et des dizaines de milliers d'unités astronomiques, leur trajet sera plus long que l'histoire écrite. Et pourtant, ces vieux appareils ont rapproché le cosmos. En 1990, l'un d'eux s'est retourné vers la Terre et a photographié le point bleu pâle, une poussière dans un rayon de soleil. Depuis, l'idée que l'humanité a laissé son murmure et sa carte de visite dans l'espace interstellaire a cessé d'être de la littérature. C'est un fait concret de télémétrie et de journaux de communication. Dixième fait. Il existe dans l'univers des particules fantômes qui interagissent à peine avec la matière. Mais c'est précisément pourquoi elles transmettent les nouvelles les plus fidèles des profondeurs, les neutrinos. Chaque seconde, des dizaines de milliards de neutrinos solaires par centimètre carré traversent votre ongle.
Ils naissent dans le cœur thermonucléaire d'une étoile, percent le Soleil et la Terre avec peu d'interaction et s'envolent plus loin. Pendant longtemps, les détecteurs en ont vu moins que ce que prédisaient les modèles. Le mystère solaire tourmentait les physiciens jusqu'à ce que d'énormes réservoirs d'eau pure et d'eau lourde dans les montagnes du Japon et les mines du Canada montrent que les neutrinos pouvaient changer de déguisement en chemin. Il s'agit d'oscillations quantiques entre les types électroniques, muoniques et tau. Cela signifie que les neutrinos ont une masse, minuscule mais non nulle. En 1987, plusieurs détecteurs souterrains ont enregistré presque simultanément une vingtaine de neutrinos provenant d'une supernova dans le Grand Nuage de Magellan. Le signal est arrivé des heures avant la lumière car les neutrinos s'étaient échappés du noyau en effondrement avant que l'onde de choc ne traverse les enveloppes stellaires. Aujourd'hui, nous capturons aussi des voyageurs beaucoup plus énergétiques. L'observatoire IceCube est enfoui dans 1 km3 de glace antarctique où des milliers de photomultiplicateurs écoutent de brefs éclairs bleus, traces de particules relativistes nées lorsque le neutrino a fini par entrer en collision avec une molécule de glace. Certains de ces événements nous relient au noyau galactique actif et au blazar, moteur lointain où des trous noirs supermassifs accélèrent des jets de particules cosmiques presque à la vitesse de la lumière. Un jour, un neutrino de haute énergie et des sursauts gamma ont pointé vers la même source agressive. L'astronomie des neutrinos rend le cosmos transparent là où les photons sont interdits. À travers la poussière, à travers les épaisseurs stellaires, depuis des époques où la matière est opaque à la lumière. Couplée aux ondes gravitationnelles et au spectre électromagnétique, elle transforme l'observation de l'univers en une enquête tridimensionnelle. Qui a accéléré la particule? Où a-t-elle dévié? Quel noyau s'est effondré? Cette connaissance est née d'éclairs silencieux au plus profond d'un glacier et du comptage silencieux de photons dans immenses cuves souterraines, et c'est précisément elle qui relie les réactions nucléaires au cœur des étoiles à la nuit froide au-dessus de nos têtes.